today's fast-moving world with its fast-moving lifestyles, you owe your body all the nourishment, energy, and sensational pleasure it deserves. Vimuville, state-of-the-art in health and leisure centers. Vimuville will provide your whole family with health and leisure programs that will turn your annual holiday into an unforgettable revitalization of your well-being. Come and find out what it's all about at Vimuville. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui explore le cinéma par les chemins de traverse. Chères auditrices et chers auditeurs, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse année, pleine de découvertes cinéphiles, toujours plus folles et toujours plus éclectiques. Et pour bien commencer 2026, dans cet épisode, j'accueille Julien Bonnet et Julien Savès, les auteurs du livre Down Under Movies, publié aux éditions Aardvark, retraçant 5 décennies de cinéma australien. Des figures emblématiques telles que Peter Weir et George Miller, aux pépites méconnues telles que Ghost of the Civil Dead et Bad Boy Bubby, ce précieux ouvrage de 500 pages, élaboré avec la participation d'Élise Girard, représente un travail critique, jusqu'alors inédit dans l'édition française. Il faudrait certainement plus d'un épisode pour faire honneur à toute la dimension bizarroïde du pays du Razorback et du Hanging Rock, mais pour l'heure, j'ai demandé aux deux Juliens de choisir 6 films dans leur corpus d'études, aussi bigarrés et indomptables que la horde de Lord Among Us. Bonsoir les Juliens. Bonsoir. Bonsoir. On a un programme assez copieux qui nous attend puisqu'on va parler de 6 films sortis entre 1972 et 2012, donc on va parcourir 40 ans de cinéma australien et on va essayer de déterminer si on peut vraiment parler d'un filon, d'un genre à proprement parler d'exploitation. On va voir ça au fil des films, des motifs récurrents, des ambiances récurrentes et des thématiques plus ou moins récurrentes à travers ces films. On va commencer par Night of Fear, un film de Terry Bourke, sorti en 1972, un film très rare, très difficile à voir aujourd'hui. Ça fait partie, je pense, des raretés dont vous parlez dans votre livre. Est-ce que l'un de vous deux se risquerait à un pitch de Night of Fear ? C'est pas très compliqué, je pense. Oui, le pitch, c'est assez simple en fait. C'est un tueur qui kidnappe des femmes et qui leur fait subir tous les immondices possibles, toutes les tortures possibles. Et pendant ce temps, les flics sont à l'ouest et n'arrivent pas à comprendre, puisqu'ils n'ont pas de cadavre en fait, à comprendre ce qui se passe et voilà, à retrouver la femme kidnappée ou les femmes kidnappées. Voilà, Night of Fear, c'est un peu considéré comme le premier film d'horreur australien. Un film extrêmement violent, complètement décomplexé. C'est un peu comme si on était dans la tête du tueur en fait, comme si on voyait tout par son prisme à lui. Tout ce qui est de l'ordre de la morale en fait n'est pas pris en compte. Pris en compte, voilà. Ouais. Est-ce que Terry Bourke a voulu faire ça comme ça parce que il a eu un coup de sang et il a voulu faire ce film et explorer la violence? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un film très particulier. Je pense que tu l'as regardé et Ouais. peut-être c'est intéressant aussi d'avoir ton retour là-dessus parce que pour le coup c'est pas un film qu'on recommande forcément aux gens qui commencent avec le cinéma australien parce qu'il est quand même difficile, quoi. D'abord, faut préciser que c'est un moyen métrage, on va dire. C'est une 50aine de minutes. C'est pas exactement un long métrage. Donc c'est quelque chose qui est très conceptuel. Moi, ça m'a vraiment troublé au début parce que c'est un film muet, on peut le dire. Il y a des sons, Il y a des mais borborigmes, ouais. voilà, c'est ça. Il y a une musique, il y a des sons, il y a effectivement les borborigmes, les halètements du tueur, et peut-être quelques cris féminins des victimes, il me semble. Mais on n'a pas de parole, aucun mot audible, intelligible, clairement prononcé. Donc c'est assez conceptuel quand même. Un moyen métrage d'une 50aine de minutes, aussi étrange dans la façon dont la narration va se dérouler, sans parole, et va effectivement faire aucune concession en fait dans la brutalité. C'est presque déshumanisé d'une certaine façon de ne pas avoir de parole et vraiment d'entrer dans un cauchemar. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est en temps réel, quasiment les premières minutes avant qu'elle tombe dans le piège de ce tueur, on va dire. Les éléments sont un peu précipités, mais ensuite on a vraiment cette espèce de course, de fuite en avant jusqu'à la tanière, jusqu'au repère du tueur. Donc c'est vrai que c'est une expérience sans qu'on
concession, quoi. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant du point de vue de formel, parce que on va crever l'abcès tout de suite. Hein, je vois que c'est tout de suite cité sur Internet quand on fait des recherches. Ça annonce vraiment Massacre à la tronçonneuse, quoi. Ça fait vraiment penser à Oui, Massacre à la tronçonneuse. ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec Massacre à la tronçonneuse. Après, nous, on estime que quand même, Massacre à la tronçonneuse, il y a de la violence graphique, mais il y a quand même une angoisse, il y a un truc qui est beaucoup plus travaillé, que là, on est vraiment dans presque un film expérimental avec Night of Fear. On est dans presque un film de montage et de montage son. On a l'impression que l'idée presque, c'est un clip insoutenable. On a l'impression qu'ils testent différentes choses, ils testent des angles de caméra, ils testent des effets de correspondance entre des images parfois très fragmentaires comme ça et du son par-dessus. On a l'impression que c'est un long essai pour une séquence d'un prochain film qui durera peut-être que 5 minutes, 10 minutes et que là il laisse un peu tourner la caméra et voilà, il expérimente, il prend ce qu'il peut prendre et ça ressemble à Massacre à la tronçonneuse, non pas seulement par rapport au pitch d'une victime féminine en proie à un tueur fou et le côté redneck, alors on peut pas dire redneck je pense pour les Australiens, j'ai l'impression que c'est un terme un peu propre aux Ouais. États-Unis, mais bon, en tout cas, le côté tueur rural dans un milieu quasi désertique, le personnage dégénéré loin de la civilisation. Il y a bien sûr cette parenté avec Massacre à la tronçonneuse, mais je trouve que la parenté avec Massacre à la tronçonneuse, elle est d'autant plus troublante. Tu vois, dans les images, quand elle est dans cette espèce de petite cabane et qu'elle regarde une applique de lampe cassée. Je sais pas s'il y a des animaux empaillés comme dans Massacre à la tronçonneuse. Là, je confonds un peu les différentes images, mais De d'autant. rêverie ou d'un cauchemar éveillé. Ce qui est intéressant dans cette espèce de grand clip de 50 minutes et que tu dis qu'on dirait qu'il fait presque une démo pour autre chose, en fait, c'est que à la base, Terry Bourke, il voulait faire une série ou une sorte d'anthologie qu'il aurait appelée Fright avec plusieurs films, mais c'était destiné pour la télévision. Donc, effectivement, il y a peut-être cette idée même de faire une démo pour montrer. Alors nous, ça nous paraît assez dingue qu'il ait fait un truc aussi rude pour la télévision et qu'il soit même passé devant la censure et qu'il ait obtenu presque un OK. Enfin, on se croirait dans les grandes heures du torture porn d'aujourd'hui, en fait. Enfin, C'est vrai, oui. au début des années 2000, on va dire. Mm. Alors que là, on est en 1970 et les gens à l'époque disent oui, c'est OK, c'est bon, tu peux sortir ton film même au cinéma. Ça nous a paru dingue. Parce qu'il a eu une exploitation en salle vraiment. Alors ça, il faudrait vérifier, je pense que oui. Ouais, enfin, en tout cas, des circuits alternatifs, ça c'est sûr. Il y avait du cinéma expérimental et des projections de cinéma expérimental. Peut-être qu'il s'est même retrouvé dans un programme comme ça, hein. C'est bien possible. Quand on imagine que c'était censé être une démo pour un programme télévisé, c'est vrai que c'est assez étrange d'imaginer ça parce qu'il y a justement pas du tout le côté je prends le spectateur par la main, le téléspectateur par la main qu'on a généralement à la télévision et d'autant plus à la télévision des années 70, hein, en tout cas l'image qu'on a des années 70, c'est des programmes assez codifiés dans des genres assez clairs, beaucoup de séries policières, des séries avec un peu d'action, de l'humour, mais à chaque fois il faut que le public sache dans quoi il met les pieds et qu'il comprenne clairement la mécanique de chaque épisode procédural, comme on dit dans la série, Oui. c'est-à-dire on sait comment est construit un épisode, on sait quels sont les enjeux, résoudre une enquête, résoudre un conflit familial si c'est plutôt une série comique par exemple, ou régler un événement paranormal pour une série qui peut aller vers la science-fiction ou le fantastique. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est généralement beaucoup plus codifié, beaucoup plus clair pour le spectateur. Et là, je me dis, bon, si c'était une anthologie qui était censée avoir la même ambiance et la même liberté, la même radicalité à chaque fois, peut-être dans différents décors avec différents protagonistes, ça paraît quand même assez surprenant que ce soit un projet télévisuel. Oui, oui, et d'autant plus que après ça, il fera une comédie Plug, qui est une comédie érotique, un peu surréaliste, mais il fera Hymn of the Damned, qui est un western d'horreur à la manière d'Auberge Rouge, hein, où il y a des gens qui invitent d'autres personnes et qui les tuent dans une auberge, voilà. Et Hymn of the Damned est censé être le deuxième épisode de son anthologie Fright. Donc quelque chose qui est beaucoup moins radical pour le coup. C'est plus une comédie noire, comme on a l'habitude. Enfin, après, ça reste du Terry Bourke. C'est quelqu'un qui est toujours dans des effets, dans des choses un peu extrêmes, dans des choix où on se demande des fois qu'est-ce qu'il est en train de faire ou est-ce qu'il cède à ses envies. Je sais pas, mais Hymn of the Damned, en tout cas, est beaucoup moins radical que Night of Fear, qui même maintenant est impressionnant. Oui, ça reste quelque chose de choquant à intervalles réguliers dans le film. Et alors, on va voir que dans les films plus récents, il va y avoir de l'humour qui va peu à peu irriguer ces récits, des récits qui sont parfois aussi des récits de psycho-killers, des récits qui sont censés être aussi des récits choquants. Moi, je trouve que déjà dans celui-ci, je décèle déjà
déjà une forme Mm. d'ironie, une forme d'humour. Je sais pas si vous le voyez aussi comme ça, mais Oui, déjà au début du film, on a cette espèce de musique très pop du début des années 70, fin 60, début 70. Moi, ça m'a fait penser à la musique qui accompagne Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple, des productions anglaises de l'époque, très Swimming London, du Brian Clements, du Robert Fuest, des réalisateurs de cette époque qui jouaient vraiment avec le côté pop, les couleurs, la légèreté, et en même temps qui essayaient aussi de mettre du danger, du trouble, quelque chose d'un peu onirique dans les films. Voilà, il y a ça qui, forcément, j'ai l'impression, est désamorcé par la suite du film qui va vers une vraie gravité et un vrai danger pour l'héroïne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ironique de faire commencer ça avec cette jeune femme qui se rhabille, qui quitte un amant, puis voilà cette musique qui est une musique easy listening presque, qu'on écoute au volant de sa voiture. On va voir que la voiture, la route, a énormément d'importance dans le cinéma australien. Puis d'un coup, voilà, on quitte la route et puis on s'enfonce dans quelque chose de beaucoup plus perturbant et de beaucoup plus angoissant. Moi, je sens déjà de l'ironie en fait dans ce film. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est au ouais. début du cinéma d'horreur, comme tu disais, mais je trouve qu'il y a déjà les germes de cet humour noir, de cet humour grinçant. Ah, je pense que c'est quelque chose qui est typique des Australiens, hein. Il y a de l'humour et il y a des ruptures de ton. Night of Fear, ça m'a toujours fait penser à presque un film de Rob Zombie, où il y a ce côté Ouais. pop, ce côté référence à tout un cinéma d'horreur des années 70. Il faudrait demander à Rob Zombie s'il a vu le film, voilà, si c'est quelque chose qui l'a marqué ou pas. Et en même temps, au travers d'une scène qui peut aller dans le plus sombre possible, et c'est ça qui est intéressant, c'est le contraste. Même dans les scènes les plus violentes, je trouve qu'il y a deux, trois plans. C'est pas qu'ils sont drôles, mais il y a des choses fantaisistes, en fait. Il y a un décalage, il y a un pas de côté. Et ça, je pense, c'est presque quelque chose qui est constitutif du cinéma australien. Qui est constitutif de l'Australie, notamment qu'on trouve beaucoup dans des films, peut-être pas forcément dans celui-là, mais dans beaucoup de films en tout cas, c'est le côté irrévérencieux, on va dire, parce qu'on a remarqué à travers la filmographie, puis moi j'ai passé 1 an en Australie, j'ai remarqué qu'il y a quand même un humour vraiment typiquement australien et une façon un peu sarcastique, toujours un petit peu... Désamorcé, peut-être. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Il y a une façon de prendre les choses de façon un peu lay back, pas par-dessus la jambe, mais quelque chose, c'est pas si important. Et le retrouver même dans un film aussi extrême, c'est volontaire et c'est en même temps constitutif même de l'Australie, de l'esprit australien, quoi. Faut pas oublier qu'on là on est en 72. Quand je pense cinéma australien, l'un des premiers films qui me vient en tête, c'est Waking Fright de Ouais. Ted Kotcheff, qui est de 71, qui est aussi à mon avis vraiment Une pierre angulaire, oui. qui marque déjà toute l'étrangeté de l'Australie, alors que Ted Kotcheff est pas australien si je dis pas de bêtises, il est C'est canadien, non? canadien. Il nous a quittés il y a pas très longtemps. Je pense qu'il a été vraiment imprégné par une ambiance là-bas, par quelque chose de très étrange, parfois de à mon avis de magnétique, de presque tellurique dans l'Australie. Du coup, ça donne des films vraiment très étranges qui pourraient, comme je disais, être des films de redneck américains dont on est perdu dans un petit coin de campagne, mais il y a quelque chose d'encore plus étrange, d'encore plus décalé, et notamment dans le comportement des locaux, quoi, dans le comportement des habitants. Du coup, dans Waking Fright, il y avait déjà aussi, je trouve, cet humour. En tout cas, c'est déjà un film très perturbant, très angoissant, avec ce personnage qui se retrouve piégé dans cette petite ville parce que les distances dans cette ville, les moyens de transport à l'époque font que quand tu tombes en panne ou quand tu te retrouves à rater ton bus, comme le personnage, à perdre ton argent et te retrouver seul dans cette ville, eh ben pour partir, ça va être très compliqué. Ça marque aussi l'importance du décor de l'Australie, quoi. C'est pas une histoire qui pourrait arriver dans un plus petit pays parce que les distances sont pas les mêmes. Donc là, l'isolement et le côté très sommaire des installations dans ces villes minières. Il y a dans ce film donc quelque chose de très angoissant dans Waking Fright, mais il y a, je trouve aussi déjà de l'humour. En tout cas, tu vas à intervalles réguliers éclater de rire. C'est presque du rire de défense Mm. pour te protéger. Oh là là, encore un truc complètement dingue, complètement dégénéré qui lui arrive. Et il y a toujours aussi ce truc autour de l'alcool dans le film. Et là, encore une autre occasion de boire. Encore. Bon, je ferme la parenthèse autour de Waking Fright. Je pense que c'était important de parler du film. Un film comme Night of Fear a beau être un film radical dans son côté choqueur, comme on dit, dans son côté film de psycho-killer sans concession, ben, en réalité, la tension, elle est un peu entrecoupée par les différentes émotions que ça va faire naître chez toi. Quelque chose simplement de bizarre dans le cadre, un objet étrange dans le cadre, un comportement là du personnage qui peut aussi prêter à rire, tu vois, ce personnage qui est presque un animal, hein, le personnage du psycho-killer de Night of Oui, il y a un Fear. côté clown même, hein. Ouais, voilà, il y a un côté clown. Tu parlais des rednecks, là, ça m'évoque aussi dans Razorback, en fait, tu as ce duo de rednecks. Bon, on a dit que c'était plus américain ce terme-là, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans Razorback, les méchants, comme on dit, ils ont un côté qui est pas entièrement américain, qui est vraiment typiquement australien, où ils vont faire des trucs, oui, tu te dis, bah ouais, c'est obligé qu'ils fassent ça, et en même temps, ils ont des failles,
ils ont des réactions qu'on trouve différentes et ça nous interpelle. Et c'est ça qui fait le charme de certains films comme ça, d'horreur ou fantastique, où il y a toujours une réaction qui est différente, quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma d'horreur américain, quoi, on va dire, ou anglo-saxon. Comme s'ils avaient conscience de l'image qu'ils renvoient et du coup ils font un pas de côté et ça peut être intéressant dans le film parce que du coup ils sont pas essentialisés, ils sont des Australiens comme d'autres avec un humour, avec aussi c'est pas des personnages qu'on va un peu mépriser ou autre, quoi. C'est plus intéressant souvent. G'day, Bob. G'day, Mr. Evans. What happened to the car? What do you mean? The bloody defect notice. There's nothing wrong with the car, is there? No? Well, what were you doing to get that bloody thing then? Eh? Oh, we got caught over at Bricky's. Jesus, you'll never learn. What are you doing for lunch? Nothing. Do you want to come to the club for a smorgasbord? Okay, we'll be back. Do you want anything in Bankstown? Don't think so. See you later then. See you later. On passe à The F.G. Holden, un film de Michael Thornhill sorti en 1977. Alors là, on change un peu de genre, on change un peu de registre, même si on va voir que c'est aussi un portrait de l'Australie, une Australie plus urbaine, davantage centrée sur sa jeunesse. Est-ce que l'un de vous deux réussira à me faire un pitch de F.G. Holden? Eh bien, F.G. Holden, c'est avant tout une voiture. C'est pas forcément connu ici, mais c'est un petit peu comme si on disait The 4L. Voilà, ça donnerait peut-être moins envie de le voir. Ah, c'est moins sexy, mais... Ouais, mais bon, F.G. Holden, c'est un modèle de voiture, voilà, mais c'est avant tout, disons, un instantané. Ça renferme quelque chose pour les jeunes de l'époque, des années 70. Ça symbolise énormément de choses. À la fois, c'est un peu la première voiture qu'on va retaper. On est jeune, on habite encore chez ses parents, puis on veut un peu de liberté. C'est une voiture avec laquelle on peut un peu frimer. On peut un petit peu, genre, aller draguer les filles. Ça dit plein de choses. Et donc, le film s'appelle The F.G. Holden, mais au final, on parle pas énormément de voitures. On parle plus de, justement, de tranches de vie de ces deux jeunes qui deviennent adultes. On les suit un petit peu à gauche à droite et on voit dans la rite de passage quelques anecdotes, quelques moments, pas forcément des moments incroyablement forts, mais on sent, enfin en tout cas quand on y prête attention, on est imprégné de cette époque, des questionnements de ces jeunes, de ce qu'ils souhaitent faire dans la vie, de comment ils essaient de draguer les filles, de comment ils essayent de feinter à un contrôle routier, enfin voilà. Il y a toutes ces petites choses-là, ces petits instantanés-là qui fait qu'on est vraiment plongé dans une époque et c'est assez réjouissant. Enfin, en tout cas, si on s'intéresse à cette époque, c'est une sorte de capsule temporelle, on va dire. Ben, ça fait partie de ces films qui ont presque des vertus documentaires sur une époque. Comme tu le dis, c'est vraiment saisir l'instantané d'un moment et vraiment essayer de traiter avec le plus de naturel possible. On n'a pas l'impression que c'est un film dont le script est écrit à l'avance, c'est très préparé. Comme tu dis, c'est pas vraiment des moments décisifs dans leur vie qu'ils vont vivre pendant ces, je sais pas, ça s'étale sur quoi, sur 48 heures, un truc comme ça, sur 2-3 jours. C'est pas un week-end particulièrement décisif dans la vie du personnage principal, de ce jeune homme et des autres qui gravitent autour de lui, mais voilà, on a l'impression que le réalisateur a demandé à ce que ce soit le plus naturel possible, à ce que ça représente le plus possible une jeunesse, une vie de suburbs, comme on dit, de quartier en périphérie d'une ville, relativement proche des attractions de la ville, voilà, la petite vie en pavillon chez ses parents et les endroits dans lesquels on peut traîner quand on a entre, on va dire, grosso modo 16 et 20 et quelques années, quoi. Ouais. Moi, c'est un film qui m'a fait penser un peu à du Larry Clark, d'une certaine façon. Alors, il y a un côté peut-être plus trash chez Larry Clark. Là, ils vivent des choses beaucoup plus perturbantes autour de la sexualité, de la drogue, d'une violence dans les banlieues de Los Angeles, ou je sais plus exactement dans quelle ville se passent les films de Larry Clark, peut-être Détroit ou des choses comme ça. Là, on est sur quelque chose qui est plus tranquille. On n'a pas l'impression qu'il y a un danger dans le quotidien de ces ados. Mais il y a un peu ce côté aussi... Bah, d'abord, il y a des scènes de sexe, de rapports sexuels qui sont montrées de manière assez crue, je dirais, pas complaisante, mais relativement crue. C'est pas érotique du tout non plus, hein, c'est pas glamour, c'est les ados qui sont obligés de faire ça à l'arrière de la voiture, justement, dans un coin. Je trouve qu'il y a ce côté aussi, regard sur l'adolescence, avec ce que ça a d'un peu ennuyeux, parfois. On ressent un ennui, de ce que ça a d'un peu crapoteux, d'un peu, je dirais pas glauque, mais... Le réalisateur, Thornhill, il avait vraiment cette envie d'aller avec eux. C'est peut-être qu'il se rapproche de Larry Clark, d'aller vivre avec eux, pas commencer à mettre des jugements
effectivement, il va vraiment avec eux, il reste avec eux. D'ailleurs, les acteurs sont des non-professionnels et pour la plupart, ils vont juste faire ce film-là, hein. Donc il y a cette idée aussi d'aller chercher l'authenticité. Après, je le rapprocherais presque, toute proportion gardée, d'un film de Linklater, Boyhood, où il y a ce côté, cette envie de saisir une forme de vérité, une forme de sincérité la plus proche possible de ce que c'était à l'époque. C'est ça qui est vraiment peut-être le plus intéressant dans le film. Si on se laisse un peu prendre par l'histoire, c'est effectivement des moments pas forcément incroyables, mais on sent qu'il y a une justesse. Et puis comme tu disais, il n'y a pas de jugement, il a pas d'a priori ou il porte pas de jugement sur ce que font ces adolescents. Un acte de délinquance, un acte moralement pas très très bien, est mis sur le même plan que je prends mon petit déjeuner le lendemain. Il les juge pas. Au début, je me suis dit, c'est quoi? C'est une espèce de film de prévention déguisée, tu sais? Tu sais, les films qui derrière cachent un message autour de... Alors là, je me dis, ça va être la sécurité routière. Il y a un accident à un moment dans le film, sans grande gravité. Bon, on cache pas le fait que quand même, ils auraient pu être blessés ou quoi. Mais finalement, bon, les personnages s'en sortent. Bah, d'une certaine façon, c'est un travail comportementaliste. C'est-à-dire que le réalisateur, il filme, il représente les comportements de ces adolescents et il met de côté l'expression d'une psychologie frontale, directe, pour laisser parler, on va dire, les actes, les comportements. Il met de côté son regard d'adulte, son regard de réalisateur qui pourrait apporter une distance et un jugement sur ces adolescents pour te donner l'impression que toi-même, t'es un adolescent, que t'es assis à côté d'eux dans la voiture, que tu les suis pendant ces quelques jours, ces quelques heures. Et du coup, à la fin de ce travail comportementaliste, comme tu as vraiment accompagné ces adolescents et que tu t'es mis un petit peu à leur place, eh ben, la psychologie qui n'a pas été exprimée directement, tu finis quand même par la saisir, par commencer à la saisir en tout cas. C'est vrai que la confusion que l'adolescent peut ressentir quand il s'apprête à devenir un adulte, oui, je pense que ça, pour le coup, c'est clairement bien présent dans le film et ça, quelque part, ça dépasse même l'époque même des années 70, hein. Je pense que c'est quelque chose qui peut se ressentir encore aujourd'hui, hein. Bah oui, bah ils ont l'air plus occupés les ados parce qu'ils ont des écrans, des moyens de communication et des choses comme ça. Mais finalement, bon, les moments d'errance, de stagnation comme ça, psychologiques sont à peu près les mêmes à cette époque-là. En fait, c'est un coming to age, comme on dit, c'est un film de passage à l'âge adulte, mais sans événement marquant qui normalement est le point pivot de ce genre de film où le personnage qui est très timide fait un acte qui va le désinhiber, ou le personnage qui doit perdre sa virginité finit par perdre sa virginité, ou le personnage qui n'a pas encore trouvé sa vocation en termes de profession, de métier, de passion dans la vie, la découvre, où on remet en question l'autorité des parents, ça y est, on se libère de l'autorité des parents, comme dans Ferris Bueller. C'est presque une espèce d'anti-Ferris Bueller, parce qu'il manque le moment où tu te dis, bon bah voilà, l'histoire elle a évolué, l'histoire elle a avancé. Non, ça va au-delà de ces conventions de la fiction, et c'est juste, voilà, on a découpé quelques jours dans la vie d'un ado de la manière la plus honnête possible, la plus objective possible d'une certaine façon. Et la vie, ça ressemble aussi à ça, quoi. C'est des moments pas forcément très signifiants. Pour en revenir au rapport des Australiens à la voiture, on voit que la voiture, c'est quand même quelque chose d'important là-bas dans leur culture, que c'est un moyen d'émancipation, de liberté, c'est un moyen de s'affirmer soi-même également, et de s'amuser aussi. C'est parmi les motifs les plus récurrents dans les films que vous avez sélectionnés. On parle beaucoup de voitures, et là, dans F.J. Holden, c'est là où c'est le plus présent et le plus évident. Oui, bah, typiquement, bon, déjà, il y a Mad Max, on peut pas passer à côté avec toutes ces poursuites et toutes ces voitures qui s'emboutissent les unes avec les autres. Mais il y a plein d'autres films dans toute l'histoire du cinéma australien où la voiture est importante. Je pense aux voitures qui ont mangé Paris de Weir. T'as Midnight Spares, t'as Running on Empty. Il y a plein de films des années 80, 90. Road Game. Oui, Road Game, bon, c'est plus camion. T'as de nombreux films comme ça où la voiture est un élément signifiant. Voilà, tu parlais de signifiant tout à l'heure. C'est un élément signifiant de compréhension qui se retrouve dans le sujet, mais aussi dans ce que les personnages sont, en fait. Ils traversent l'histoire avec leur voiture. Mais on a l'impression que c'est une fétichisation. Ouais, il y a de ça, hein. Typiquement, là, c'est juste une anecdote. Quelqu'un comme Warren Ellis, qui est le violoniste de Nick Cave, voilà, qui fait aussi partie des Bad Seeds et tout ça, on l'a interviewé. Ça, c'est pas dans le livre, c'était une interview qu'on avait faite à côté. Comme il est australien, on lui avait demandé son rapport, par exemple, à Mad Max. Et il nous avait dit, lui, il l'a vu au cinéma à l'époque, hein, quand c'est sorti. Et il nous a dit, moi, j'avais pas forcément l'âge. Je m'étais caché dans le pick-up de mon grand frère ou des copains
copain. Et en gros, je découvre ça et je vois typiquement nous-mêmes. Ça nous a marqué. C'est-à-dire que sur l'écran, il voyait des gens comme lui, comme si c'était la jeunesse australienne qui s'ennuyait et qui zonait dans les villes et tout ça se voyait à l'écran en train de faire des bêtises avec des voitures. En gros, ça voulait dire ça et ça l'a touché parce qu'émotionnellement, il avait l'impression que quelqu'un lui disait je vous vois quoi, je vous reconnais, je vous vois, vous êtes là. Et on le sait actuellement en Australie, il y a plein de conventions sur Mad Max où le premier truc que tu vois, c'est la V8 poursuite. Tout le monde se prend en photo à côté de la voiture. All right. What are they going to do with us, miss? I expect they'll ask a ransom for us, and then the police will catch them, and we'll all be home very soon. Yeah, and the cops will kick their bloody teeth in. They will not. If I had Dad's gun, I'd blow their stupid guts out. Enough, Tommy. Miss, what's the ransom? You don't know? Jeez, you're dumb. No, she's not. She's a very brave girl. You're all very brave, and I'm proud of you. Is that all they're going to do, miss? Just ask for ransom? Of course it is. What else could they do? On change de décennie, on quitte les années 70 et on entre dans les années 80 avec L'école de tous les dangers, un film de Arch Nicholson, un téléfilm d'ailleurs, c'est intéressant, diffusé à la télé américaine en 85 et à la télé australienne en 1986, si mes recherches sont bonnes. Lequel de vous veut parler de L'école de tous les dangers, Fortress, dans son titre original? Alors, avant tout, ça commence par un fait divers. C'est tiré d'une histoire vraie, de gars qui se sont dit, tiens, ce serait une bonne idée d'aller kidnapper des enfants dans une classe, et on gagnerait plein d'argent. Donc voilà, donc déjà on a un bon niveau. Et après, ce fait divers-là a donné un livre qui ensuite a été scénarisé par Everett de Roche. Donc ça, c'est quelqu'un qui revient pas mal dans nos recherches scénaristes assez importants, qui a mis un peu sa patte justement en reprenant ce fait divers et ce livre. Et il a mis un petit peu de symbolisme, il a un petit peu mis plusieurs niveaux de lecture, ce qui fait que quand on rentre dans le film, on peut y voir justement, comme on parlait tout à l'heure de Night of Fear, des monstres, et on peut y voir aussi face à cet événement traumatisant pour les enfants et pour la maîtresse qui sont kidnappés, une sorte d'avant-goût de qu'est-ce que c'est de devenir un adulte, encore une fois, et comment garder la foi et comment garder ses principes intacts quand on est face à une violence terrible et qui défie tout les principes qu'on a essayé d'inculquer. Et donc c'est en ça que c'est vraiment un film intéressant, c'est que voilà, ça pourrait être simplement un petit peu comme on a dit tout à l'heure, Night of Fear, un déchaînement de violence, mais là pas seulement, c'est vraiment un film intéressant aussi pour justement ce rapport de force qui se crée et à l'intérieur de ce kidnapping, comment cette maîtresse a tenté de réussir à faire la part des choses, à essayer de se mettre en mode survie et puis d'un côté donner le change au kidnappeur et de l'autre essayer de montrer la voie à ses enfants, quoi. Et la fin est vraiment particulièrement réussie. Parce que là, tout à l'heure, tu parlais de version téléfilm et version cinéma. En Australie, c'est sorti au cinéma. Et il y a une fin qui n'est pas la même que celle de la télé américaine. Et évidemment, je vous conseille plutôt de regarder la version australienne parce que il manque quelque chose qui fait qu'il y a moins de sens à la fin, on va dire. Sans spoiler quoi que ce soit, la fin est vraiment intéressante puisque les kidnappeurs portent des masques pendant leur méfait et que à la fin, quand les révélations se font, on peut voir que quelque part, la maîtresse se met à porter un masque aussi. Voilà, j'en dis pas plus. D'accord, ouais, donc les Américains ont hélas eu une version très édulcorée. Ça, je trouve que ça perd beaucoup si on n'a pas vu toute la violence de la dernière partie. Effectivement, je trouve que c'est quand même moins fort. Mais au-delà de cette violence, tu disais effectivement que c'est un film qui est un peu moins radical que les Night of Fear ou d'autres thrillers. Oui, parce que d'abord, il y a toute une partie film d'aventure. Faut expliquer à nos auditeurs qu'on n'est pas dans une prise d'otage circonscrite à un lieu clos avec des interactions entre les otages et les preneurs d'otages. C'est pas non plus une sorte de home invasion dans une école. Ça, c'est vraiment 5 minutes au tout début de cette histoire. C'est pas The Strangers ou You're Next dans une école, en fait, hein, avec des mecs qui ont des masques d'animaux dans une école. Au début, on pourrait penser que c'est ça. Et pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi pas home invasion dans le décor d'une école. D'ailleurs, nous, on a connu aussi un fait divers dans les années 90, l'école de Neuilly. Ça a également eu lieu en France. Donc, pourquoi pas, mais ce qui est très intéressant, c'est que ces ravisseurs prennent les enfants et les emmènent dans un autre lieu, dans une sorte de grotte. Et moi d'ailleurs, au début du film, je ne savais vraiment pas quels étaient les motifs de ces agresseurs, que c'était effectivement pour un motif vraiment assez minable de rançon. Je me dis, mais c'est trop bizarre de kidnapper ces gamins qui ont l'air d'être les enfants du coin, enfin ils ont pas l'air de vivre dans des familles, peut-être l'adolescent qui a l'air d'être l'aîné du groupe, a l'air d'être peut-être venir d'une famille un peu plus aisée dans ses manières, dans sa tenue. On peut imaginer
imaginer qu'elle vient peut-être d'une sorte de petite bourgeoisie locale, mais sinon tu dis mais les parents, c'est quoi, c'est des agriculteurs? Je vois pas qu'est-ce qu'on va aller emmerder ces pauvres gens avec cette prise d'otage. C'est lamentable, donc je me suis demandé longtemps pendant le film, mais il y a un autre motif derrière ça. Alors comme ils les emmènent dans une grotte, je me dis ils ont besoin des gamins pour aller chercher, tu sais, un trésor enfoui. Là je vous fais le pitch des aventures de Bernard et Bianca, hein, j'en suis bien conscient, avec la gamine qui est enlevée de l'orphelinat pour cette raison-là. Au début j'ai vraiment pensé ça, tu vois. Je me suis dit il doit y avoir une raison pour laquelle on fait venir ces enfants, ou quelque chose de rituel, de la folk aurore, tu vois, avec des sacrifices d'enfants, une croyance comme ça païenne. Vraiment j'ai imaginé un peu tout et n'importe quoi, et finalement bon, on s'en fout un petit peu finalement de la raison de cet enlèvement. C'est davantage l'aventure qui suit qui est vachement intéressante, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que des 6 films que j'ai découverts, c'est celui que j'ai le plus aimé, justement parce que il mélange aventure, il y a un côté presque les Goonies, film moins propre sur lui que les Goonies parce que c'est pas une production Spielberg des années 80, même si les Goonies a déjà quelque chose parfois d'un peu effrayant, joue aussi avec l'horreur, joue aussi avec le danger et tout ça, mais là on a un peu cette ambiance là. Il y a quelque chose de très réjouissant à voir ces gamins qui à un moment se surpassent physiquement pour traverser une eau gelée, pour affronter leurs différentes peurs. Il y a quelque chose aussi qui est très exaltant. Il y aurait pas toute la violence de la dernière partie. Peut-être que les Américains effectivement ont vu un film pour enfants que je proposerais à des ados, quoi, tellement c'est un film très sympa, quoi, pour l'été, très sympa. C'est ça qui est étonnant un peu dans pas mal de films australiens, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est difficile de la mettre dans une case. Et c'est un petit peu aussi pour ça que dans ce livre, on avait envie justement de sortir des cases, de sortir de la case exploitation, de sortir de la case nouvelle vague australienne, et de montrer un peu justement tous ces films qui rentrent pas dans les cases. Ouais, parce que là, tu te dis, mais en fait, c'est un film qui est fait pour quelle exploitation? Et à un moment, je pense que l'équipe qui a fait le film s'est dit, on verra bien, j'ai une histoire qui est une bonne histoire, où il y a des gamins, il y a cette institutrice, il y a cette nature australienne qui va provoquer des péripéties, on va voyager, on va avoir peur à certains moments, on va effectivement se réjouir à d'autres moments quand on passe une étape, quand on arrive à vaincre un problème, une menace. À certains moments, oui, effectivement, il y a de la violence, c'est pas adapté pour des gamins, il y a d'autres moments où, au contraire, ça paraît vraiment être un film pour les enfants, presque tu sais, un téléfilm Disney qu'il y avait à cette époque-là, tu sais, le dernier vol de l'Arche de Noé, qui était un truc que j'ai pas mal vu quand j'étais gamin, qui doit dater à peu près de la même époque, avec Elliot Gould. Il y avait ces téléfilms qui passaient sur TF1 au début des années 90, qui avaient un peu le même côté des gamins déplacés de leur milieu, de leur quotidien, qui se retrouvent piégés dans une forêt, dans la montagne, en plein océan. Voilà. C'est un film qui est vachement intéressant parce que c'est vraiment un divertissement qui contient plein de choses, c'est un divertissement complet. Je trouve qu'en plus, tous les acteurs sont très attachants. Le problème des films avec des gamins, c'est que les gamins, parfois, t'en as un ou deux qui sont assez tête à claque. Ça vient des acteurs qui sont des petits acteurs qui ont été rodés par la publicité, par des trucs comme ça, et qui sont un petit peu, parfois, exploités un peu comme des singes savants. Et donc, du coup, ils ont des tics de jeu, il faut qu'ils soient mignons, ou au contraire, volontairement horripilants. Là, je trouve qu'ils sont tous très attachants. Et puis, l'actrice principale qui fait l'institutrice, Rachel Ward, qu'on a assez peu vue, qu'on a vu dans 2-3 films quand même dans les années 80, je trouve qu'elle est super parce qu'elle est aussi très naturelle. Elle porte le film vraiment. Hein. Ouais, elle a porte le vraiment, film. Je crois qu'après, plus tard, elle a été impliquée justement dans la production en Australie avec son mari de l'époque. Je crois qu'elle après, elle est devenue productrice pour de la télé dans les années 90-2000, hein, si je dis pas de bêtises. Elle a un côté comme ça très digne. Ouais, c'était très bien son personnage, du coup, c'est ce maintien qu'elle a. L'élégance, ouais. Ouais, parce Face qu'elle est à justement la brutalité, le fait d'être quelqu'un qui reste digne, ça convenait complètement. Ouais. Parce qu'elle est britannique, je crois. C'est une Anglaise installée en Australie et voilà, elle a le flegme anglais et la dignité comme ça du personnage. Et en même temps, on sent une fragilité, on sent qu'à certains moments, elle est dépassée. Il y a des moments où c'est même les enfants qui doivent la rassurer. C'est vraiment un personnage que t'as envie de suivre, c'est ta boussole morale et c'est ton repère dans le truc. Comme si t'étais un enfant, tu te dis heureusement qu'on a notre maîtresse qui est là, qui veille sur nous et qui sait garder la tête froide et qui sait prendre les bonnes décisions, qui elle-même est à la fois donc une intellectuelle d'une certaine façon, mais aussi qui est très physique, qui a pas peur de fabriquer des armes à la fin pour se défendre. Donc c'est vraiment un personnage magnifique. Effectivement, Rachel Ward porte le film. On peut peut-être parler davantage de Everett de Roche parce que je pense que c'est vraiment l'une des figures principales du cinéma australien des années 70 à 90. Quand on voit sa filmographie, c'est assez fou parce qu'en fait, un film australien sur 2 que moi j'ai vu est scénarisé par Everett de Roche, ou en tout cas, il a mis sa patte dans les scénarios. Bah, c'est typiquement ce dont vous parliez tous les deux tout à l'heure sur les différentes couches de signification, les niveaux de lecture et même les ruptures de ton et tout ce qui fait la richesse de films comme ça, en fait, ça vient en partie, en tout cas, d'Everett de Roche, quoi. C'est vraiment son truc de faire du symbolisme. Je pense à Long Weekend, par exemple, qui est un film admirable pour nous. Et dedans, c'est à la fois un film sur le couple, un film sur la nature,
sur l'écologie, c'est fantastique, c'est métaphysique. Voilà, il y a vraiment tout. Et ça, c'est vraiment lui, en tant que scénariste, qui met tout ça dans ses scénarios de base. Après, les réalisateurs, bien sûr, apportent leur patte et tout ça, mais lui a vraiment une volonté de complexifier les choses, d'utiliser beaucoup d'éléments signifiants et dans diverses choses, quoi, enfin divers états, on va dire. Lui, en fait, il n'est pas australien à la base, hein. Il faut savoir, il est américain. Il est arrivé en Australie assez jeune et il a notamment travaillé avec Anthony Ginan, le producteur de Losploitation, voilà, qui fait énormément de films dans Losploitation. Et il le voulait au départ parce que il se disait que Everett de Roche allait avoir l'efficacité américaine. Ce côté où on va pouvoir envoyer nos films d'exploitation sur le marché américain parce que on a un scénariste qui sait ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit rajouter comme scène pour que ça marche à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que De Roche, il a compris ce que c'était vraiment l'Australie, le regard australien, la nature même. Il arrive à en parler, en fait, et donc c'est un scénariste né aux États-Unis, mais qui est le plus représentatif du cinéma australien. Ouais. C'est peut-être parce que justement il est pas australien qu'il a le recul nécessaire peut-être pour aussi, ouais, pour peut-être justement synthétiser cet esprit-là, hein, parce que c'est le cas aussi de d'autres réalisateurs. On parlait tout à l'heure de Ted Kotcheff, ouais. ou Nicolas Roeg pour Walkabout. Voilà, des réalisateurs aussi étrangers qui ont, grâce à leur regard extérieur, pu capter quelque chose. Hein. Après, je pense, bon, Everett de Roche n'est plus avec nous malheureusement, mais il est venu avec sa famille, tout ça. Enfin, il se considérait comme australien, hein. On peut continuer à explorer, à analyser tous les films qu'il a scénarisés avec différents réalisateurs. Et à chaque fois, il y a d'autres thèmes, il y a d'autres niveaux de lecture, il y a d'autres métaphores, et ça reste fascinant. Voilà, Patrick, c'est également Everett de Roche, Razorback, Harlequin, et Harlequin très intéressant. En plus, il y a une dimension un peu politique dans Harlequin aussi. Link, c'est également Everett de Roche. Déviation mortelle, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, Road Games. Donc voilà, étonnant scénariste. Et c'est vrai que ça donne une efficacité à l'école de tous les dangers. Et en même temps, c'est quand même un film, là encore, profondément australien. Il y a encore cette place de la nature dans le film. Alors, même si là, on a une menace qui est plus clairement humaine et presque la nature d'une certaine façon et du côté des personnages. C'est un peu la différence peut-être avec d'autres films qu'on a cités ou qu'on va citer plus tard. C'est que dans l'école de tous les dangers, finalement, le fait qu'il soit perdu dans cette nature entre la forêt, entre des décors très minéraux et semi-désertiques, on va dire, on n'est pas en plein désert, hein. Presque ça joue en faveur justement de cette école parce que justement l'institutrice, on comprend qu'elle a déjà dû faire des sorties avec eux. Il y a énormément de place quand on regarde même dans la salle de classe. On voit qu'il y a plein d'éléments, des animaux dans des bocaux, des feuilles sur un herbier quelque part posé sur une étagère. Là, d'une certaine façon, c'est presque la nature qui va se retourner au contraire contre les antagonistes. Il y a aussi une autre chose intéressante, c'est tout à l'heure tu parlais de ces enfants qui vont passer à l'âge adulte aussi à travers le film, qui vont dans une aventure. Et ça rejoint l'idée du walkabout en fait, qui est typiquement australien, les tribus aborigènes où on les envoie tout seuls se démerder dans la nature, où ils doivent pêcher, ils doivent chasser, et ils reviendront dans leur tribu et ils seront des hommes, quoi. Enfin, ils seront des adultes. Il y a aussi une référence à ça, en fait, à cette idée-là. Dans le film, je pense que c'est aussi fait exprès de la part de Roche et Nicholson. La vision des peuples premiers dits aborigènes est complètement différente. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils peuvent trouver de l'eau à un endroit où les gens ne pourraient même pas se poser la question qu'il y aurait de l'eau ou quelque chose à manger. Pour eux, en fait, la façon de voir l'espace est complètement différente. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui transparaît au cinéma aussi, dans les films qu'on a pu citer avant. Il faut toujours avoir en tête que ça habite quelque part un petit peu l'inconscient collectif australien, même si c'est combattu âprement par les gens qui ont le pouvoir, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire si on doit ouvrir une mine pour telle chose au milieu du désert, s'il y a des aborigènes dans le coin, c'est un peu embêtant, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Oui, c'est un lieu sacré. Voilà. Ils vont aller au conflit, quoi. Ouais, mais c'est bien que t'aies pu parler de la place de cette culture aborigène dans l'Australie actuelle. Mais en tout cas, dans le cinéma australien, je trouve que la présence de cette culture, elle est toujours intéressante. Elle apporte toujours quelque chose d'assez fascinant sur, comme on l'a dit, le rapport à la nature, le rapport à des vieilles croyances. Ça apporte quelque chose de magnétique presque. Voilà, comme si ça mettait en lumière des champs magnétiques, des champs telluriques qu'on voit pas forcément, qu'on perçoit pas forcément. Wait a second. What the fuck's going on? What do you want meal tickets for or blankets? We're leaving. Today. Right now. Oh, yeah? How? How?
We'll get a bus. Well, there aren't any buses. We could hitch a lift on the S Road. Bugger that. I'll call a cab. Where's the phone? Not getting through to you, am I, son? And no cabs, no buses, no transport. There's just the S Road. You can't walk on an S Road, can you? It's illegal. 3 months mandatory detention. No excuses. You know that. So, you're here. Until the government decides what to do with you. On passe à Dead End Drive-In, également appelé le Drive-In de l'enfer, mais j'ai l'impression qu'on le connaît davantage sous son titre original maintenant. Je crois qu'il a été réédité chez Extra Lucid Film sous le titre Dead End Drive-In. Réalisé par Brian Trenchard Smith et sorti en salle en 1986. Personnalité aussi très sympathique, Brian Trenchard Smith, c'est bien qu'on en parle également. Là, pour moi, c'est presque celui qui est le plus exploitation, l'image d'Épinal de l'exploitation, en tout cas celle que j'ai en tête quand on prononce ce mot-là. Lequel de vous deux veut faire un pitch de Dead End Drive-In? Alors, Dead End Drive-In, donc effectivement, oui, tu parlais du Drive-In de l'enfer. Des fois, il vaut mieux choisir le titre original. Donc, en fait, c'est dans un monde un peu futuriste, on va dire. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand il est sorti, c'était quelques décennies plus tard que les années 80. Et dans ce monde-là, être à l'extérieur, c'est pas génial, parce qu'il y a des pillards qui sont dans les rues, qui se servent sur les accidents en pièces détachées, par exemple, etc. Et nous, on voit un jeune homme, en fait, qui travaille sur des voitures, c'est encore un film de voiture, d'ailleurs, qui un jour emprunte une voiture pour aller dans un drive-in avec sa copine, l'amener, voilà, faire une petite sortie et voir un film au cinéma, quoi, voilà, dans un drive-in. Sauf que, pendant qu'il regarde le film et qu'il se bécote, tout ça, bah, les roues de la voiture sont volées par des policiers qui passent dans le coin et qui subtilisent les roues de sa voiture. Donc, en fait, il se retrouve coincé dans ce drive-in et il s'aperçoit que le drive-in en question, c'est plutôt un camp où le système, on va dire, totalitaire de ce monde-là parque des jeunes pour avoir le dessus sur eux, quoi, pour les contrôler. Donc, c'est une espèce de dystopie, c'est pas de la SF, hein, c'est pas un truc futuriste, mais c'est vraiment un film politique à l'ancienne, enfin la politique des années 80, ça pourrait ressembler à du John Carpenter aux États-Unis par exemple, c'est-à-dire une série B et derrière avec une idée à chaque fois de s'en prendre au système, de s'en prendre au totalitarisme, à toute forme de contrôle en fait. C'est assez très bien foutu, avec une belle lumière. Brian Trenchard Smith, c'est quelqu'un de généreux, c'est un réalisateur généreux. Il y a toujours des cascades, c'est quelqu'un qui a beaucoup filmé les cascadeurs, donc il y a toujours des scènes d'action assez dingues, avec des belles cascades, avec des étincelles, la lumière au néon comme on faisait dans les années 80. Mais derrière, avec un vrai discours politique, où on voit ces gens évoluer dans un camp, en fait, ils sont coincés, ils peuvent pas repartir. Donc on en parlait tout à l'heure avec ces voitures qui permettent de s'enfuir ou de passer d'un endroit à un autre. Et là, carrément, il y a personne qui peut venir les chercher, ils peuvent pas sortir de ce camp. Voilà, ils sont bloqués et complètement sous le contrôle de ce système où c'est même les policiers qui les empêchent de sortir. Ouais, c'est le cauchemar existentiel ultime pour un Australien. On pourrait le prendre comme ça, oui. Oui. Matériel et existentiel à la fois pour un Australien qui peut plus bouger justement, qui peut plus utiliser sa voiture. C'est un script, c'est un scénario génial, hein, faut dire ce qui est. Moi, ça faisait longtemps que j'entendais parler de ce film, avec ce visuel, tu sais, avec ce visage grimaçant un peu qui fait penser à une espèce de mime ou de glam rock années 80, un petit peu kitsch. J'ai longtemps pensé que ça allait être peut-être un film d'horreur, peut-être, tu vois, une espèce de drive-in hanté ou un drive-in effectivement qui allait être attaqué par un peu comme les Warriors de Walter Hill, ouais, exactement. Ça allait être un film de gang, hein. Je savais vraiment pas ce que ça allait être. Ou là encore, pour en revenir à l'école de tous les dangers, une sorte de home invasion dans un drive-in. Généralement, quand je prépare l'émission, je ne regarde pas les synopsis des films, donc je lance les films avec les idées, les a priori que j'ai parfois sur les films. Et là, je me rends compte que ça prend pas du tout la tournure que j'attendais. Et je trouve que, voilà, l'idée est absolument géniale. Effectivement, comme tu dis, c'est pas de la SF, ça voit pas forcément très très loin dans le futur. Tu pourrais même penser qu'effectivement, c'est une sorte de dystopie, enfin, que ça se passe même presque dans des années 80 alternatives. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, du point de vue visuel et esthétique du film, c'est que il y a quelque chose qui rappelle beaucoup les années 50 dans le film. Je trouve, tu sais, d'abord le drive-in, c'est un lieu qui te fait beaucoup penser. Voilà, le driving en lui-même, déjà un lieu qui fait vachement penser aux années 50, 60. American Graffiti, enfin voilà, ça fait vraiment penser à ce genre d'ambiance avec, là encore une fois, des personnages
personnages jeunes, une jeunesse, une insouciance de la jeunesse qui te fait penser aux années 50-60. Et il y a des personnages dans le film qui font années 50 d'une certaine façon. Oui, une sorte de loupard, ou oui, bien sûr, ouais. La bande de loupards, t'as l'impression qu'ils sortent de Grise d'un film comme ça. Ils sont même pas effrayants, d'ailleurs ils sont plus drôles, plus grotesques qu'effrayants. Même le propriétaire du drive-in, tu vois, il a un côté un peu années 50. Puis j'oubliais aussi plus généralement les films de délinquance juvénile des années 50-60, c'était quelque chose qui était très présent dans le cinéma, surtout américain, mais tu vois, le risque pour une jeunesse de tomber dans la délinquance, les affrontements entre les bandes, ça c'était de toute façon très présent dans les années 50. Et là, c'est l'une des thématiques du film, hein, justement, c'est ce système autoritaire qui veut parquer ces jeunes qui sont pas forcément délinquants, mais ils savent tout simplement pas quoi en faire. Il y a pas d'emploi, il y a pas d'avenir pour ces jeunes, donc on les laisse dans le drive-in. Donc ça fait presque une thématique d'un film des années 50-60. Mais voilà, c'est comme si c'était des 50s qui avaient dégénéré d'une certaine façon. L'espace-temps du drive-in, c'était en fait la décennie 50 ou début 60 qui avait peu à peu dégénéré, qui avait pourri sur place, qu'on n'était pas passé par les années 70-80, par l'évolution des décennies successives, et qu'on était resté sur ces années 50 qui pourrissaient sur place, et que le film, voilà, était une espèce de concentré d'une époque. Donc c'est à la fois un regard sur le futur, mais c'est presque aussi un regard sur le passé ou sur une époque contemporaine de l'Australie et de certains objets, de certaines idées, certains idéaux, certains modes de vie dont tu sais plus vraiment quoi faire, qui sont là encore présents comme un lieu, comme un drive-in, comme une vieille voiture, comme des vieilles valeurs tout simplement, qui sont là autour de toi et qui sont presque déjà obsolètes. Tu vois, là, il y a le diner qui va à côté du drive-in, d'ailleurs qui fait partie du drive-in, et toutes ces voitures, la voiture du héros, c'est pas une Plymouth, c'est pas une Ford Plymouth, ou c'est une Ford de l'époque de Christine, pour en revenir à John Carpenter, Oui, grosso modo. ouais. C'est une voiture qui fait vraiment penser à ça. Donc beaucoup de voitures sont des voitures justement des années 50-60. Donc c'est comme si le temps s'était arrêté alors qu'on est censé être en 2000 et quelques, tu vois. C'est très étonnant. Voilà. Voilà. Que dans les années 80, enfin, si on prend le cinéma américain, t'as pas mal de films qui se réfèrent aux années 50, qui se réfèrent à cette délinquance juvénile, on pourrait dire. Rusty James, par exemple, est directement inspiré par ces années-là. Mais Pour c'est être vrai que intéressant. les années 80 dialoguaient directement avec les années 50, hein. Ça c'est sûr que t'as plein de productions. On a parlé des productions Spielberg, bien évidemment Retour vers le futur. J'ai vu un film il y a pas très longtemps, Les Envahisseurs sont parmi nous. Je me rappelle plus du nom du réalisateur, c'est Bill Condon qui l'a scénarisé, qui est un film de 83 avec les années 50 qui ressurgissent. Tu sais, c'est une ville qui est sous la coupe des extraterrestres et qui garde la ville sous une ambiance années 50, et les jeunes sont des jeunes des années 50 alors que c'est un film de 83, quelque chose comme ça. Il y a plein de productions, et j'ai parlé de Christine, bien évidemment. C'est la façon de John Carpenter de dire eh ben là vous idéalisez les années 50, Ronald Reagan au pouvoir veut faire revenir l'Amérique triomphante des années 50 dans les années 80, mais fuck off les années 50, tu vois. Donc oui, bien sûr, à mon avis, et je pense qu'en Australie c'était aussi présent également, tu vois, cette envie de revenir vers cette insouciance. Oui, t'as toujours une nostalgie. Ce qui est intéressant dans le Dead End Drive-In, c'est aussi qui montre ce qu'est la société du spectacle, parce que on est dans un drive-in, et donc en gros, c'est le cinéma, c'est le spectacle qui nous endort, quoi. Enfin, il y a vraiment la métaphore, elle est vraiment là. C'est un film qui paraît pas comme ça de prime abord, mais c'est un peu tout le cinéma de Brian Trenchard Smith qui est comme ça. C'est-à-dire, il met toujours en avant son côté fun, son côté un peu drôle, un peu cascade, un peu action, un peu exploitation. Tu parlais tout à l'heure que c'était vraiment représentatif de l'exploitation pour toi. Ça allait pour plein d'autres gens, hein, notamment Tarantino qui a dit mille et une fois que le réalisateur pour lui australien de l'exploitation, c'était Brian Trenchard Smith. Tout ça est vrai, mais ce qui est intéressant avec Smith, Trenchard Smith, c'est que derrière, à chaque fois, il y a quand même des idées plus profondes, plus subtiles que juste ce qui paraît, quoi. Juste le fun, les étincelles, la musique rock. Je pense notamment donc à Dead End Drive-In, mais aussi à Turkish Shoot, les traqués de l'an 2000. C'est pareil, c'est des films où il y a des vraies réflexions, il y a des vraies pistes de réflexion. Et c'est pour ça que j'avais fait le parallèle avec Carpenter, parce que je trouve que chez Carpenter, il y a ça, quoi. Il y a tous ces différents niveaux de lecture qui nous permettent de pouvoir faire des analyses et que le film s'épuise pas. Trenchard Smith, qui est aussi d'ailleurs un Anglais, un Britannique. Je crois qu'il est d'origine française, d'ailleurs, d'où le Trenchard dans Smith aussi. Je crois qu'il a des origines françaises, mais qui s'est aussi déplacé en Australie. Exilé par son père qui s'est retrouvé à l'armée en Australie. Et il a pas fait toute sa carrière. Il y a d'autres productions également dans d'autres pays, voilà. Oui, mais, notamment les plus modernes. Il a beaucoup travaillé autre part, aux États-Unis, tout ça. Il a fait beaucoup de choses, Trenchard Smith, dès la saga Les Prochaines, là, il en a fait un véritable personnage qui est très attachant, effectivement. Nous, quand on l'avait interviewé pour le livre, ça nous avait marqué parce que c'était
c'était en zoom et il arborait une chemise avec tous ses films, des affiches de tous ses films. Ça montrait vraiment ce personnage qui a une envie de parler de ses films, de son cinéma et qui est volubile. Et il nous a fait une grosse impression. Et je comprends que Tarantino l'adore parce que c'est généreux. Voilà, c'est de la générosité made in cinéma. Oui, alors juste pour dire quand même que le film est assez surprenant quand même dans sa construction, parce que quand je dis Hospitation, je dis effectivement que c'est un film qui ressemble vraiment aux images qu'on a de la Hospitation avec les voitures, les gangs post-Mad Max, quoi, on va dire. En réalité, la construction du récit, il faut pas s'attendre à un film qui est dans du divertissement tout le temps, dans de l'action tout le temps. Finalement, c'est juste la fin du film, la tentative d'évasion du personnage. Je laisse les auditeurs et les auditrices découvrir si elle va fonctionner ou pas. Finalement, ça se passe juste à la fin du film. Quelques éléments au tout début du film pour planter le décor de ce monde post-apocalyptique. Voilà. Et la dernière séquence, qui est une séquence d'action, comme tu disais, où on sent qu'il aime montrer des cascades automobiles, cascades mécaniques. Mais tout le milieu du film, c'est effectivement ce personnage qui piétine dans ce décor-là. Et là, on est davantage en fait dans un film de prison. Finalement, on est dans la logique des films de prison. Avec qui je me fais ami, qu'est-ce que j'essaie d'obtenir. Mais un film de prison sans plus de tension que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, il est dans un milieu qui est très criminogène, très dangereux. Finalement, il est avec une jeune femme qui pourrait être en proie à des agresseurs sexuels. N'attendez pas ça non plus, un déchaînement de violence, un film qui va être complaisant avec de la violence, avec des choses qui sont glauques. Non, c'est davantage quel questionnement ça va faire remonter à la surface de ce personnage-là, justement sur l'avenir de cette génération, quel avenir on a, de quoi on se contente, de quoi on se contente pas. C'est vraiment des interactions humaines et c'est vraiment voilà comme ça que se place le film, avec un peu de comédie aussi, comme je dis, pour enrober le tout. C'est ça qui est aussi surprenant. N'allez pas voir le film en attendant de voir un film qui se place directement dans la lignée de Mad Max, qui multiplie les scènes d'action, de baston et des voitures qui font des vols planés. La majeure partie du film ne repose pas là-dessus, repose vraiment sur des interactions humaines. Voilà. Can you drop your placenta 1 month prior to birth? No, I don't think that's possible. You see, Dr. Carrera, can you come over? Now? I'm on my way. On arrive dans les années 90 avec Body Trash de Philippe Brophy, sorti en 1993. Un film de fort bon goût, on va dire, volontairement de mauvais goût, qui s'amuse clairement avec le mauvais goût et avec le dégoût des spectateurs. Un produit totalement barré, vraiment underground, comme on les aime aussi dans Bizarroïd. Lequel de vous deux veut faire un pitch de Body Trash ? Eh bien, si on peut résumer ça de façon lapidaire, on va dire que c'est un film bête et méchant, mais conscient de le faire. De prime abord, on pourrait se dire vraiment quel est ce réalisateur complètement crétin qui se met à faire des films où c'est un déferlement de trucs aussi dégueulasses que ça. Mais en fait, pas du tout. C'est quand même un professeur de cinéma, donc respecté et respectable. On imagine, on sait pas toute sa vie, qui, disons, avant de faire ce film, théorise justement ce qu'on pourrait appeler le body horror, et qui, 10 ans après, joint l'utile à l'agréable et se met à faire un film en mettant en pratique ses théories. Donc Body Melt ou Body Trash, c'est selon. C'est pas forcément une intrigue hyper intéressante, hein, mais en gros, je vous le résume en 2 secondes. C'est une vitamine expérimentale, on va dire, qui va être testée sur des gens, et en fait, tous ceux qui l'ingèrent se mettent à enfler, à des plus sujets du corps, enfin un truc plus heureux les unes que les autres. Mais justement, l'intérêt, si on peut dire ça comme ça, ce qui se passe, c'est que les réactions sont à chaque fois différentes selon les personnes, et c'est comme si c'était une forme de version grotesque de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui est très bavarde se met à avoir une langue qui triple de volume et qui s'étrangle avec, des choses de cet ordre-là. Et donc voilà, on peut dire que c'est une sorte de feu d'artifice, en fait, de body horror. Après, voilà, c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais c'est vraiment une curiosité tout à fait intéressante des années 90. Oui, c'est une expérience qu'il faut voir plutôt que d'en parler. On est à court de mots pour parler de Body Trash. Body Trash, d'ailleurs, en titre français, donc le titre original, comme tu l'as dit, c'est Body Melt, parce que je pense que ça veut créer une parenté avec Street Trash de Jim Crow, qui est sorti quelques années avant, 6-7 ans avant, et qui était un film qui reposait un peu sur un concept similaire, avec cette espèce de poison qui, effectivement, aussi faisait fondre les corps, transformer les corps et les désagréger comme ça, avec des couleurs très vives. Et je pense que là, les vitamines, voilà, c'est un peu l'équivalent du liquide de Street Trash, et dans l'exploitation, pour exploiter le film, je pense
pense qu'on s'était dit, bah tiens, la parenté est là. Peut-être même que Philippe Brophy avait Street Trash en tête quand il a commencé à travailler sur Body Melt, je sais pas si vous le savez. Oui, sûrement, parce que, comme je disais, il a étudié grandement tous ces films d'horreur des années 70-80, et donc, du coup, il s'est un petit peu nourri de tout ce qui passait, et clairement, oui, c'est clairement une influence. Enfin, en tout cas, s'il l'a pas vu, ça serait un peu embêtant pour un professeur qui parle de cinéma d'horreur. Ça fait aussi penser un peu à The Stuff de Larry Cohen, dans le côté une espèce de menace qui se propage sur toute une communauté, un produit qui est mis sur le marché et qui va faire des ravages sur toute une communauté. C'est intéressant d'ailleurs le décor de Body Trash, cette espèce de lotissement qui rappelle un peu les lotissements qu'on a. Désolé, j'arrête pas de faire des parallèles avec le cinéma américain, mais les lotissements qu'on trouve, tu sais, au Nouveau-Mexique, dans l'Arizona ou même dans les banlieues de Californie, là, cette espèce de décor relativement aride et puis ces espèces de petits sprawl, disent les Américains, je crois. Tu sais, ces maisons disposées dans une espèce de rond-point, t'en fais le tour comme ça. Un peu la Wisteria Lane dans Desperate Housewives. Il y a vraiment ce côté nouvelle banlieue, très propre sur elle, et l'intérêt, c'est vraiment d'aller justement voir derrière les apparences. Hein. C'est vraiment le propre même du film, c'est-à-dire on vous montre les années 80-90 avec tous les yuppies, avec tous les gens qui se mettent à courir, à prendre très 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 soin de leur corps, les apparences. Quoi. D'ailleurs, le film commence par une espèce de fausse pub. On sent qu'on va effectivement brocarder les apparences, la société du paraître de ces années 80-90. Ça fait penser aux fausses pubs au début de Robocop. Il y a un côté Paul Verhoeven, il y a un côté mordant comme ça sur ces espèces de physique parfait. Cette femme qui présente le produit et qui en fait la promotion. On est clairement dans une espèce de comédie satirique qui lâche les freins complètement et qui essaie d'aller violemment droit dans le mur hein, d'une certaine façon. Il y a même un côté peut-être John Waters presque, tu vois, il y a un côté un peu comédie de mauvais goût sur effectivement ces banlieues pavillonnaires. C'est presque aussi une espèce de John Waters matinée de Frankenheimer pour prendre aussi un autre réalisateur qui a joué aussi sur les corps, sur le body horror et qui a aussi un regard quand même mine de rien sur ce qui présente une critique si on peut dire, même si là je trouve que dans Body Trash on va pas survendre le film, ça reste quand même assez en surface, mais il y a aussi je trouve cette parenté avec quelqu'un qui est un peu sur un circuit parallèle, un sale gosse comme Frankenheimer. Tu parles de comparaison avec d'autres réalisateurs, moi je le mettrais un peu du côté de Lloyd Kaufman avec les Toxic Avengers. Il y a ce côté un peu, allez on y va, on met tous les curseurs à fond, c'est pas grave, il y a pas de problème, ça passe. Mais c'est ça aussi qui fait le propre de ce genre de cinéma, hein. C'est l'accumulation, les excès, voilà, c'est ça. Et puis il y a toujours aussi derrière un message plus ou moins flou, social, un peu comme chez Kaufman. Par rapport au film d'horreur, il a vraiment conscience de ce qu'il fait, parce que ce qu'il veut mettre en place, c'est pas une peur chez le spectateur de la mort, mais c'est plutôt une peur de la transformation du corps, de son propre corps, de la perte de contrôle. C'est vraiment ce qu'il cherche et c'est ça qu'il veut provoquer chez le spectateur. Ouais, c'est vraiment propre au body horror, quoi. C'est vraiment la particularité du body horror, je suis d'accord. De plus se reconnaître dans le miroir, effectivement, de plus réussir à avoir le contrôle sur ce qui est organique, en fait. Ouais. On a bien sûr cité des productions qui sont des productions à petit budget, des productions fauchées, des productions un petit peu foutraques, parce que le film a vraiment cet aspect-là. Il y a un moment dans le film, c'est à la 9e minute du film, t'as un personnage, un plan rapproché sur le visage d'un personnage, et il y a un dézoom pour voir la chambre et voir sa femme qui est allongée sur le lit, tu sais, c'est le couple avec la femme enceinte, et il y a un dézoom, mais je vais me dire, à part certaines productions télé, peut-être, tu vois, et quand je dis production télé, vraiment du soap opéra, quoi, vraiment, la telenovela, c'est quand même très rare de voir la caméra qui dézoome comme ça. Alors, il y a certaines productions qui sont un peu élégantes, qui dézooment très lentement, mais là, c'est un dézoom relativement rapide. Là, justement, on va revenir ce qu'on disait sur les productions télé dont on a parlé un peu plus tôt avec Night of Fear et l'école de tous les dangers, mais tu te demandes vraiment si c'est une œuvre de cinéma, quoi, si c'est une œuvre de grand écran. Il y a un côté davantage télé ou bien évidemment exploitation VHS, même la qualité de l'image d'ailleurs. Il y a aussi une donnée intéressante, c'est que il a utilisé le casting de séries télé de l'époque en fait. Donc je pense qu'il y avait aussi une volonté de mettre un petit peu en abîme les personnages que les spectateurs ont l'habitude de voir dans des séries comme Blue Healers ou Neighbors. Des trucs de soap. Hein. Ouais, les soaps quoi. Et du coup, tu as l'impression que c'est une série comme d'habitude, puis là d'un seul coup, il se fait charcuter. Mais il y a une forme de déraillement, je pense, qui était un peu recherché chez le réalisateur de te faire sortir un petit peu de la torpeur habituelle de ton après-midi où tu regardes tes soaps et puis d'un seul coup, le personnage qui vient exploser, quoi. Je savais pas ce que tu me dis, mais tu le sens un peu à l'écran, effectivement, que c'est des acteurs habitués à des rôles un peu plus conventionnels, on va dire, effectivement. On fait beaucoup de parenté avec plein de productions de l'époque, mais en ça me rappelle aussi
aussi Society de Brian Usna, qui est de 89, si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, on est à peu près dans les mêmes périodes. Je sais pas si vous avez en tête l'image de Society. Je me demande si elle est pas en 4 tiers, d'ailleurs. Je me demande si c'est pas un format télé. Mais en tout cas, tout le début de Society, ça fait très télé. T'as l'impression que t'es quelque part entre Melrose Place, dans les quartiers huppés californiens, avec des acteurs qui ont vraiment des têtes de mannequins de catalogue ou d'acteurs de pub pour un dentifrice ou un fast-food. Puis peu à peu, le film va se corrompre, va être parasité par les images perturbantes de Society. J'ai l'impression que c'est un peu le même procédé effectivement pour Body Trash, c'est-à-dire qu'on plante un décor bien connu des spectateurs et dans ce décor, on va progressivement faire jaillir des choses qui sont vraiment assez répugnantes. Il y a des trucs qui sont vraiment glauques dans le film. C'est pour ça qu'on regarde ce genre de film. Là, vous en aurez pour votre argent. J'aime bien d'ailleurs ces espèces de plans sur les entrailles. Il y a un souffle, il y a du vent en fait. J'ai rarement vu ça, tu sais, le ventre de la femme enceinte explose et après t'as cette espèce de vent de courant d'air dans les entrailles comme ça qui fait presque un bruit. D'ailleurs, je me demande si ça fait pas un bruit. C'est un truc que j'ai rarement vu à l'écran et qui est assez étrange quand même, ce côté l'air circule comme ça, le vide fait place à de l'air, à cette espèce de courant néfaste qui parcourt les personnages. Voilà. On sent que le réalisateur s'est fait plaisir et qu'il avait à cœur de montrer le maximum de choses qui lui sont passées par la tête. C'est clairement ça. Donc mine de rien quand même, là on voit que on évolue aussi esthétiquement parlant du point de vue graphique depuis les films des années 70 dont on a parlé, même si le film a un côté justement très brut, très punk comme ça, mine de rien, il faut quand même un savoir-faire à l'écran pour faire ces maquillages prosthétiques, pour faire ces effets spéciaux là. Donc on voit que l'Australie s'est aussi développée avec différents savoir-faire, hein. Des cascadeurs après Mad Max, on a du savoir-faire pyrotechnique et là on a en plus du savoir-faire de maquillage, du savoir-faire d'effets spéciaux concrets comme on dit, de practical effects qui se développent aussi chez les Australiens. L'Australie se dote des différents savoir-faire aussi pour pouvoir mettre en image les différents genres et sous-genres, que ce soit le thriller, que ce soit là du body horror ou du film d'action. Tu parlais tout à l'heure beaucoup de la télévision par rapport au cinéma. Le savoir-faire au cinéma australien, il s'est beaucoup créé à la télévision. C'est beaucoup de techniciens issus de la télévision qui sont devenus opérateurs, chefs opérateurs, décorateurs, etc. Leur savoir-faire est essentiellement à la base un savoir-faire de télévision. Hey, I was thinking, I reckon I can take yous. Cheers, mate. But I've got to make a little stop over at the plant and pick up a few more bags. I'll have you at your thing in 20 minutes, give or take. Really? Thank you so much, Reg. Wicked, man. You boys happy sitting in the back? I can't fit yous all up front. Cool, man. It gets a bit pongy in there, but... Yeah, no worries. Hey, I'm Wes, by the way, mate. This is James. Yeah, g'day. Well, glad to know yous. Well, give us a tick while I tidy a few things up. Stay here, all right? On termine avec 100 Bloody Acres, réalisé par les frères Kaynes et sorti en salle en 2012, donc le film le plus récent de notre sélection. Après Body Trash, on reste dans quelque chose qui s'apparente vraiment à de la comédie horrifique, dans un autre ton, dans une autre formule, on va dire, et on va d'ailleurs revenir davantage à des types de récits dont on a parlé au tout début de cet épisode. Je pense que vous aussi, vous faites la parenté avec Night of Fear. Lequel de vous deux veut faire un pitch? Ce sera le dernier, après je vous laisse tranquille avec cet exercice. Oui, donc 100 Bloody Acres, j'ai réussi, je pense. L'histoire, c'est une comédie noire un peu à la façon de Tucker et Dale Fight le Mal. En gros, l'idée, c'est il y a des disparitions, des kidnappings et des disparitions sur les routes australiennes. Et il y a un duo de frères un peu dégénérés qui kidnappent ces jeunes ou moins jeunes pour faire de l'engrais avec. Ils ont une petite exploitation et grâce aux cadavres humains, ils réussissent à avoir tout ce qu'il faut dans leur terre, le fertilisant, etc. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Voilà, c'est une sorte de comédie avec les curseurs poussés au maximum, comme d'habitude. Dans le duo, c'est Angus Sampson et Damon Herriman, deux acteurs qui sont assez intéressants. Angus Sampson, on l'a vu dans Mad Max, le scientifique, et dans Mad Max, c'est lui. Et on l'a vu dans plein de séries ou de films américains ou en second rôle, ou dans une série genre Fargo, la saison 2 de Fargo, la Défense Lincoln, tout ça. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a pas mal d'acteurs comme ça en Australie qui ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire que c'est un mec qui écrit aussi des films, qui co-réalise des films, qui a des envies et des idées, un peu comme Joel Edgerton, qui est aussi un Australien en fait à la base, et qui a toujours eu, en plus de son travail d'acteur, il a toujours eu un travail d'auteur à côté. Et Angus Sampson, c'est un peu pareil. Il a fait un film qui s'appelle The Mule, une sorte de comédie sur le trafic de drogue avec Hugo Weaving et tout
ça, c'est un film assez génial. Et c'est un peu le même esprit qu'il y a dans 100 Bloody Acres. Voilà, c'est un film d'horreur et en même temps, c'est une comédie et c'est complètement excessif et on rigole et on est dégoûté parce que il y a des vraies scènes hyper violentes. Et je pense qu'il y a son esprit à lui. Voilà, je parlais de Angus Thompson, il y a son esprit à lui. Il y a Damon Herriman, c'est pareil, c'est maintenant un acteur qui travaille aux États-Unis. Il a incarné pendant 2 fois, par exemple, Charles Manson dans Mindhunter, c'est lui qui le joue. Et il l'a rejoué pour Tarantino dans Once Upon a Time, ce qui est assez marrant comme situation, parce que c'est le même acteur. Lui, il a une carrière en Australie et pareil. C'est des gens, en fait, qui à la fois jouent les personnages, mais sont, à mon avis, derrière pour apporter leur contribution dans l'histoire même du film, dans la production. J'aimerais aussi parler des 2 frères Kearns, donc, de cette fratrie, parce que c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce film-là. C'est qu'il y a plusieurs fratries dans le cinéma d'horreur en Australie actuelle, quoi. On pense aux frères Spierig, mais eux, c'est un peu même les précurseurs de la fratrie, on peut dire, au début des années 2000. Actuellement, il y a les frères Roche Turner, ceux qui ont fait la saga Wormwood. Eux, ils sont australiens aussi, et dont on a beaucoup parlé cette année. C'est les frères Philippou qui ont fait Bring Her Back et La Main, tout ça. Et donc les frères Kearns, c'est encore une autre fratrie, et aussi font de l'horreur avec le film dont on parle, mais aussi avec Scare Campaign, qui est un film sur les canulars qui tournent mal, et Late Night with the Devil, qui là, je pense que c'est un film américain pour le coup, enfin production américaine. Alors, c'était un film, ouais, en grande partie financé par Abu Dhabi, curieusement. Si on peut juste dire un petit peu de cette histoire de ce troisième film, c'est pendant un talk show sur le fantastique, la possession, tout ça, et on voit au fur et à mesure qu'il se passe des choses, voilà, pendant l'émission même, quoi. Et dedans, il y a cet acteur David Dastmalchian, ou Malkian, peut-être on dit plutôt. Pour moi, c'est pareil, c'est un acteur un peu dans l'indé horreur américaine qui est à la fois auteur, à la fois acteur, qui fait plein de choses diverses et variées. Et il rejoint un petit peu ce duo de Angus Thompson et Damon Herriman. Il y a vraiment une idée artistique, un élan, presque pas en famille, mais où ils sont sur la même longueur d'onde, à mon avis. C'est des films qui n'ont pas un budget de ouf, mais où chaque énergie est importante et donc les acteurs doivent s'impliquer autrement que juste en étant des acteurs. Où ils sont force de proposition, les 2 acteurs. Ça me fait penser à quelqu'un comme Larry Fessenden, qui est pareil, acteur dans plein de films de genre, plein de films d'horreur, et qui est aussi d'ailleurs le producteur qui parfois aide au financement, qui est, je crois, aussi scénariste et parfois réalisateur, qui effectivement est un peu une espèce de parrain de toute une génération de réalisateurs, Ty West, Ted Geoghegan, voilà. Quand il est présent à l'écran, tu sais que ça fait partie d'une famille de cinéma et qu'il est là pour importer un peu son esprit. C'est intéressant que tu aies parlé de Late Night of the Devil. Moi, j'ai adoré ce film, je l'ai vu au PIF en 2023 et j'ai vraiment beaucoup aimé, très très intéressant à la fois du point de vue formel. Il y a un côté fan footage, enfin il y a un côté documentaire, il y a vraiment une efficacité dans l'horreur. Enfin, c'est vraiment un film très intéressant. C'est quelque chose d'assez généreux chez eux. C'est un cinéma qui est pas glauque. Même si dans Late Night with the Devil, il y avait quand même une tristesse aussi dans le film, il y avait une histoire autour du deuil, il y avait quand même quelque chose d'un peu poisseux. Là, pour le coup, dans 100 Bloody Acres, on est effectivement davantage dans de la comédie. Et moi, j'imagine tout à fait dans les festivals qu'a dû faire ce film, à la fin, la dernière image sur laquelle se termine le film avec une bague. Voilà, j'en dis pas plus. Là aussi, je laisse les auditeurs, les auditrices découvrir le film. Mais j'imagine tout à fait générique et tout le monde applaudit en se marrant et tout. C'est tout à fait pour ça. Moi, je dois avouer que ça a une limite sur moi quand même, ce genre de film, parce que je trouve que c'est compliqué d'être en empathie avec les personnages dans ce film. C'est-à-dire que c'est très paradoxal. C'est-à-dire que c'est un film qui est apparenté justement à un Night of Fear, puisque c'est aussi des gens qui prennent la mauvaise route, le mauvais détour et tombent sur des psychopathes. Le film doit vraiment te mettre vraiment en empathie émotionnelle, même physique. Tu dois te cramponner à ton fauteuil en regardant le film. S'il y a peu de dialogue, s'il y a peu de psychologie développée, c'est vraiment, tu dois être dans quelque chose de viscéral. Et là, le problème, c'est que le film détourne ça, prend le contre-pied de ça, justement, en développant les relations entre les personnages, en développant des gags autour de ça, en développant une ironie comique autour de ça. Et moi, je trouve qu'il y en a peu qui m'apparaissent sympathiques dans le film. Peut-être à la fin, justement, le personnage du duo qui va prendre le dessus sur l'autre, qui a peut-être meilleur fond. Il le rappelle à un moment dans le film, d'ailleurs, je crois. J'ai pas directement du sang sur les mains. Je crois que moi, j'ai tué personne. Donc déjà, tu te dis, bon, peut-être que ça veut dire qu'il va y avoir rédemption pour ce personnage et émancipation pour ce personnage. Sur la dernière partie du film. Pour tout le reste, pendant, on va dire, grosso modo, 1h15 sur 1h30, moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec ces films où je trouve que les personnages sont vraiment pas sympathiques.
thématique où j'ai l'impression que le réalisateur a souvent un regard moqueur. Ça va pas jusqu'au mépris, mais ça me dérange toujours un peu ces films-là. Je vais pas dire moralement, je vais pas être choqué par ce truc-là. Je comprends tout à fait qu'on passe un très bon moment autour de ces films, mais j'ai un peu l'impression que c'est pas gagnant-gagnant, c'est un peu perdant-perdant. C'est-à-dire que la tension de l'horreur, elle est désamorcée par l'humour et du coup, elle est perdante. Et la comédie, elle est servie dans quelque chose qui est très agressif autour donc justement du sang, de la perversion mentale et de choses comme ça, et d'actes soit improbables, soit complètement incompréhensibles, tu vois, qui fait que voilà, ça me perd un peu ce genre de film, comme je dis, qu'on trouve souvent dans les festivals. T'as parlé de Tucker et Dale, et on en a plein d'autres dans le genre. C'est un genre, je pense, qui est pas facile à faire. Déjà, on le sait, la comédie, pour que ça soit réussi, il faut que ça soit millimétré, il faut que le rythme soit bon. Moi, j'aime bien ce film parce que c'est pour ça que je parlais de ces deux acteurs. C'est surtout le duo, moi, je trouve, qui prend au fur et à mesure du film son importance et qui marque, en fait. C'est eux deux qui font le film. Et effectivement, peut-être les victimes, comme on les appellerait, sont pas très bien caractérisées. On s'en fout un peu de ce qu'elles deviennent, quoi. C'est peut-être ça le problème. La comédie noire, comédie d'horreur, je pense que c'est l'un des genres les plus compliqués et il y a peu de films vraiment entièrement réussis. Il y a des passages dans plusieurs films qui sont très bien, mais un film complètement parfait dans ce genre-là, c'est rare. Ouais, bah tu vois, moi le problème que j'ai par exemple, c'est que là on a des enjeux qui sont des enjeux de comédie, comme cette histoire d'infidélité. Bon voilà, moi c'est pas des thématiques qui m'intéressent beaucoup, c'est pas des ressorts humoristiques qui m'intéressent beaucoup, déjà dans la comédie de base. Et alors là, quand c'est dans un film de genre, quand c'est dans une comédie noire, dans une comédie horrifique, ça m'intéresse pas plus. Ou alors, il faut que ça soit intégré à l'intrigue ou dans les deux Blackwater, tu as des histoires comme ça et qui sont dans l'intrigue même, en fait. Qui fait que ça met de l'enjeu. Ouais, ou dans The Descent, tu vois, t'as l'héroïne qui traverse ses épreuves avec sa rivale, avec celle qui était la maîtresse de son mari. Ça ajoute de la tension, ça fonctionne bien. Mais là, dans 100 Bloody Acres, je trouve que les personnages, ils restent dans un fonctionnement de personnages de comédie. Ils ont les mêmes considérations tout au long de l'histoire, des considérations matérielles, triviales. Les événements du film, aussi éprouvants et aussi fous soient-ils, ça leur apporte pas, je trouve, une nouvelle perception des choses, une nouvelle perception de la vie, de l'existence. Et pour moi, voilà, c'est ce que je dois ressentir dans le parcours d'un personnage quand je regarde normalement ce genre de film avec des psychopathes. Alors peut-être que dans une comédie de genre avec un argument surnaturel, ce qui est pas le cas là dans ce film-là, peut-être que effectivement ça permet davantage aux personnages de changer leur vision des choses. Tu vois, le personnage de Late Night with the Devil, le présentateur de Late Show, tu vois, à la fin, il perçoit plus du tout les choses, il a plus le même rapport même à la réalité et aux phénomènes paranormaux d'autant plus qu'au début du film. Ça l'a transformé ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Alors peut-être que effectivement, je suis peut-être plus sensible à des arguments surnaturels dans ce genre de comédie et ça me permet, ouais, effectivement, d'avoir l'impression que les personnages se dirigent vers une autre dimension existentielle. Voilà, peut-être que ça me fait davantage rêver. Mais c'est pas un problème que j'ai particulièrement avec une comédie australienne, avec le ton précisément de cette comédie et de ces deux réalisateurs. Sur le moment, c'est marrant, il y a 2-3 scènes qui sont marrantes quand l'un des personnages arrive à s'échapper et il tombe sur un acte sexuel entre deux personnages, un truc représenté de manière un peu absurde, un peu what the fuck, quoi. Je trouve que c'est marrant et puis il arrive quand même en plus à faire de la tension dans cette scène parce qu'il doit attraper un objet. Là pour le coup c'est pas mal parce qu'en même temps tu ris et en même temps tu gardes une certaine tension, donc là je trouve que tout l'intérêt des tons qui s'entremêlent dans le film, là ça fonctionne bien parce que là voilà, justement c'est bien entremêlé. Bon, c'est intéressant parce que donc on a fait une trajectoire qui commence dans les années 70, on termine là en 2012 et on voit aussi qu'on est passé par plusieurs tons différents, par plusieurs types de récits différents, hein, même si on retombe un peu sur nos pas. Après la question c'est autour de Ozploitation comme vous dites. Alors là vous aussi vous prenez une distance par rapport à ce terme parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler d'Ozploitation. Le suffixe ploitation laisserait à penser qu'on creuse un filon particulier, une mode particulière, un type de film particulier. Là on peut pas vraiment parler de ça quand on a un cinéma qui s'étend sur plusieurs décennies et qui propose des choses très différentes. Alors il y a toujours le décor de l'Australie, bon, et encore un film qui tiendrait pas forcément
forcément en compte tant que ça le décor australien. On aurait presque aussi envie de le mettre dans cette même famille de films de genre, de films bizarres. En fait, le terme exploitation, c'est vraiment un mot valise qui a été inventé à l'occasion du documentaire de Mark Hartley, Not Quite Hollywood. On parlait de cinéma d'exploitation ou cinéma de genre en Australie. Voilà, il y avait la nouvelle vague et le reste cinéma de genre. Et Mark Hartley, quand il y a ce terme qui arrive, c'était pour parler de plein de films, essayer de les mettre dans un sac et les amener au reste du monde, quoi, et dire regardez, il y a tout ça qui existe, mais c'est des films dans divers genres, divers tons, donc voilà, c'est pas une appellation qui est entièrement signifiante, quoi. C'est ça le problème. Et pour lui, pour Mark Hartley d'ailleurs, ça finit à la fin des années 80, début 90. Pour lui, après tout le reste des films, c'est pas de l'exploitation. En gros, ça va finir avec Blood Moon d'Alec Mix, quoi. Même là-dessus, nous, on n'est pas forcément d'accord parce que il me semble que les films d'Andrew Trocchi, on lui a demandé à Andrew Trocchi, donc Andrew Trocchi, c'est The Reef et Blackwater, tout ça. On lui a dit, mais est-ce que tu te sens appartenir à cette mouvance-là? Et lui, il dit non. En même temps, on se dit, mais sans le film Dark Age, Blackwater n'existerait pas. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce livre. Tout ça est très disparate, très bordélique. Et on voulait essayer, sans forcément catégoriser ou mettre dans le marbre, c'est ça ou c'est ça, de dire, mais voilà, il y a des films qui sont à la fois auteur et exploitation. Alors, on a parlé des voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir. Bon, c'est carrément ça. Hein. Peter Weir, c'est un des réalisateurs du cinéma d'auteur australien. Et ce film-là, c'est un film de genre. Donc, encore maintenant, c'est quand même compliqué de savoir quel film appartient à quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ce refus d'étiquette ou de catégorisation, mais ça fait partie aussi de notre volonté de base. Pour ouvrir ça, on a décidé d'appeler ça Down Under Movies, parce que du coup, Down Under, c'est un des surnoms de l'Australie, mais c'est aussi pour ouvrir, pour dire, voilà, l'Australie, le cinéma australien, c'est pas que ces deux choses-là, cinéma d'auteur, nouvelle vague et exploitation, c'est beaucoup de choses, donc essayons de revoir les choses en se décentrant et en essayant de voir un regard neuf. On a presque envie de dire qu'en fait, chacun des films dont on a parlé, il y a ce côté prototype, en fait, il y a ce côté film vraiment singulier, et finalement, il y a beaucoup de films australiens qui sont restés en mémoire parce que tu te dis, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai vu. Ou en tout cas, ça se détache vraiment des références que j'ai dans le même genre, qui va être le thriller, le survival, beaucoup de films qui s'apparentent au survival, le film de, je sais pas, de tout et n'importe quoi, de tous les genres qu'on a vus. Voilà, c'est difficile de les remettre tous dans la même catégorie, parce qu'en fait, c'est plein de petites identités très particulières et des prototypes qu'on a envie d'un peu de collectionner. Mark Hartley lui-même, qu'on a interviewé, parce que c'était important pour nous, parce qu'il est l'un de ceux qui a fait le travail en premier. On l'a senti qu'il a lui-même du mal avec cette appellation. Hein. Lui, il préfère parler, par exemple, de films d'outsider. La volonté qu'il a eue derrière Not Quite Hollywood, et là, actuellement, il est en train de faire un projet sur la musique australienne. La même idée, c'était de montrer qu'il y avait tous ces créatifs qui étaient des outsiders, qu'on pensait qu'ils pourraient jamais rien faire et en fait qui ont fait quelque chose. Voilà. Ouais, c'est peut-être un terme outsider qui correspond mieux, ouais. Morgan's Organic. The planet. We'll get your garden growing great. Oh, that's the Morgan Brothers guarantee. Hi, I'm Lindsay. And I'm Reg, and we're here. No! Don't move! Shoot him, Reg! Run! Shoot him, Reg! Run, Reg! Morgan's new blend will get your garden growing great. That's a Morgan Brothers guarantee. Morgan Brothers guarantee. We'll fertilize. For Christ's sake, shoot him!